Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session de l'information. Voici les titres. Dans certaines parties du monde, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique. Et pourtant, la planification familiale est l'une des clés du développement censée permettre d'inverser la tendance. L'autre véritable challenge pour les femmes est de s'affirmer sur leur lieu de travail. Loin d'être lié à la confiance en soi, cela dépend de plusieurs autres facteurs dont nous parlerons dans cette édition. Et enfin, on parlera du glaucome, cette maladie des yeux qui entraîne la destruction progressive du nerf et qui peut aboutir à la cécité. Et vous le savez, aujourd'hui c'est le 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. Mis sous le thème « Le journalisme sans crainte ni complaisance », cette journée sert de rappel au gouvernement sur la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. C'est aussi un moment de réflexion pour les médias professionnels sur les questions relatives à la liberté de la presse et à la déontologie. Cette année, la journée mondiale de la liberté de la presse met en garde contre la désinformation sur la pandémie de la COVID-19. Et je le disais dans les titres, dans certaines parties du monde, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique. C'est le cas au Bénin où le taux de fécondité fait partie des plus élevés du monde et où l'utilisation des méthodes modernes de contraception reste très limitée. Comment donc faire pour allier planning familial et croissance économique afin de favoriser le développement? C'est dans cet élément. Dans l'ensemble, 16% des femmes en union utilisent une méthode de planning familial, dont 12% une méthode moderne et 3% une méthode traditionnelle selon l'INSAE. Autant d'options pour réguler ces naissances que Françoise expose aux femmes désireuses d'avoir des enfants lorsqu'elles le veulent et non par surprise. La planification familiale, ça inclut 3 volets. C'est permettre à chaque individu d'avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu, ça c'est la contraception. Et la prise en charge des couples stériles ou infertiles, c'est leur permettre d'avoir d'enfants. Le dernier volet, c'est de permettre à chacun d'avoir une sexualité responsable. Et dans la prise en charge de la sexualité responsable, il y a la prévention des infections sexuellement transmissibles. D'après les résultats de la 5e enquête démographique et de santé du Bénin EDSBV, le niveau de fécondité n'a pratiquement pas changé dans le pays depuis 1996. Une femme a en moyenne 5,7 enfants au cours de sa vie féconde, ce qui pourrait entraîner un problème de surpopulation. La croissance incontrôlée de la population humaine serait l'une des causes du sous-développement du continent africain. Les prévisions disent qu'en 2050, l'Afrique va atteindre 2 milliards de personnes déjà. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 2 milliards. Certains estiment que si j'ai beaucoup de moyens, je peux faire le nombre d'enfants que je veux, mais ils oublient qu'à un moment donné, nous ne serons plus là. Moins d'enfants, ça fait moins de dépenses dans la famille et plus d'investissement et plus d'économies. On estime que la forte natalité, nécessairement, a un impact sur le pouvoir d'achat des populations et donc sur l'économie de façon globale. Dans l'optique de réduire l'impact des hommes sur les ressources naturelles et ainsi limiter la surexploitation, des actions de sensibilisation peuvent être mises en place afin d'orienter le grand public vers de bonnes pratiques de consommation. Si aujourd'hui les populations sont nombreuses et n'arrivent pas à contrôler le prélèvement des ressources, c'est clair que ça va contribuer à la difficulté que nous aurons à maîtriser les ressources plus tard, et donc nous allons compromettre l'avenir de la génération qui vient. Il faut sensibiliser les populations à réduire le nombre de naissances pour leur permettre de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir faire face aux problèmes du monde actuel et de participer sans doute au développement durable. S'assurer que les objectifs de l'agenda 2030 et 2063 pour le développement durable seront atteints par tous les pays africains, c'est le but du Fonds des Nations Unies pour la population.
L'usage du planning familial à un niveau plus élevé reste leur cheval de bataille. Y arriver permettra de garantir aux populations l'accès à des soins de santé abordables, surtout en ce qui concerne les jeunes et les adolescents. Et beaucoup de personnes ont tendance à confondre le manque de confiance en soi avec le manque d'affirmation. Mais en réalité, ce sont deux choses tout à fait distinctes. S'il est difficile de s'affirmer sans avoir confiance en soi, on peut toutefois avoir confiance en soi sans pour autant oser s'affirmer. Et pour les femmes, surtout, s'affirmer sur son lieu de travail est un véritable problème. Comment s'affirmer dans son milieu professionnel? La réponse ici avec Daniel Adetchoubou, coach en développement. La plupart du temps, s'affirmer sur le lieu de travail ne dépend pas seulement d'un seul aspect de la vie. Il ne s'agit pas seulement du physique. S'affirmer sur le lieu de travail commence également avec vous qui développez des valeurs. Parce que souvent, votre valeur vous donne de la valeur de l'entreprise. Lorsque vous avez des valeurs, vous êtes difficilement remplaçable. La femme, on se focalise sur un aspect et on laisse les autres aspects. Si je suis assise sur une chaise, c'est parce qu'il y a 4 pieds. S'il y a un pied qui manque, je suis en déséquilibre. Donc, s'affirmer tient compte de 3-4 grands aspects majeurs. Et capacité à pouvoir gérer ses émotions. Si je suis une femme et qu'on ne peut pas me mettre dans un travail sous pression, je me mets en colère tout de suite, c'est moi qui crie, j'aurai des difficultés à m'affirmer sur le plan professionnel. La plupart du temps, elle s'attache souvent au fait que je viens au travail, je fais mon travail. Si ce n'est pas l'aspect physique, c'est que je viens au travail, je fais mon travail. Même au niveau du travail également, il faut prendre le temps de développer ses compétences. Ne travaillez pas seulement pour venir au travail, travaillez pour devenir expert dans ce que vous faites. Osez également exprimer son idée. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. Oser exprimer son idée, oser exprimer ses compétences, ne pas avoir peur des erreurs. Et ce que je dirais à ces femmes qui n'arrivent pas à s'affirmer professionnellement, c'est que si elles sont arrivées jusque-là dans leur carrière, c'est parce qu'elles ont quelque chose en elles qui a de la valeur, dont l'entreprise a besoin, dont le Bénin a besoin, dont leur nation a besoin. Donc, ce serait dommage d'arriver jusque-là et de ne pas libérer cette plein potentiel. Santé oculaire à présent. Parmi les maladies qui peuvent toucher l'œil, il y a le glaucome. C'est un mal silencieux qui a un taux de prévalence de 4% en Afrique. On se demande alors qu'est-ce qui cause cette maladie et que peut-on faire pour l'éviter? Marianne Bossamende et Louis Koudogbo ont tenté une réponse. Quand je suis venu, ils m'ont dit que j'ai le cataract, ça fait il y a plus de 5 ans. Parce que les maladies sont là, d'un jour à l'autre, ça réagit. Et en ophtalmologie, c'est souvent le cas. Comme la cataracte, le glaucome de forme chronique est une maladie oculaire qui évolue en silence. C'est une détérioration de la tête du nerf de la vision, le nerf optique, associé à un rétrécissement du champ de vision. La cause du glaucome, c'est une fermeture ou bien un rétrécissement du filtre qui permet au liquide donc de circuler. Ce liquide est appelé l'humeur aqueuse, une substance produite au niveau de l'œil. Pour comprendre son lien avec la maladie, il faut retourner au circuit d'évacuation du liquide. Il y a un filtre ici qui permet à ce liquide de sortir. Lorsque le filtre est bouché, en fait, le liquide ne passe plus. Le liquide s'accumule forcément, donc ça crée une hyperpression de l'œil. L'hyperpression de l'œil est due à plusieurs facteurs prédisposants et quelquefois héréditaires. L'hypertension et le diabète, la drépanocytose, etc., qui agissent sur l'œil, favorisent la destruction de l'œil. Lorsque donc les parents ont souffert de glaucome, le risque, quelquefois, est multiplié par plus de 10, donc chez les enfants. Les enfants devraient donc, en dehors de tout symptôme, consulter un ophtalmologue. Lorsque le dépistage est fait tardivement, le mal est souvent à un stade avancé. Lorsque ça commence par se manifester, déjà c'est trop tard. Donc par la moment des petites douleurs et puis un flou visuel et puis ces petits signes qui amènent le patient à consulter.
Chez ce patient venu en consultation, le glaucome a été détecté il y a plus de 20 ans sur les 2 yeux. La cataracte, j'ai été opéré 2 fois ici. Je suis suivi aussi pour le glaucome, c'est-à-dire la tension sur l'œil. Le même docteur qui m'a suivi et ça s'améliore. L'œil gauche, je vois très bien et je lis parfaitement. La lecture correcte, un avantage dont ne peut jouir le sujet glaucomateux que si le mal est dépisté à temps. Une fois la destruction du nerf entamée, c'est irréversible. Il n'y a pas un traitement donc, qui puisse faire renaître le nerf. Il faudrait suivre scrupuleusement le traitement prescrit par le médecin et puis aussi les surveillances pour que le nerf, le peu qui reste, puisse être sauvegardé et rester longtemps. Le sport et la consommation de certains fruits comme la carotte sont des éléments qui assurent une bonne santé de l'œil. Toutefois, une consultation chez le spécialiste une fois par an, en dehors de tout symptôme, reste l'idéal. Hors de nos frontières, en nouvelle brève à présent, le Kenya envisage de miser sur le tourisme local pour se relever de la crise économique induite par la pandémie du nouveau coronavirus. Selon le ministre tunisien du Tourisme, la nouvelle stratégie qui vise à promouvoir les voyages nationaux et régionaux devrait s'étaler sur 2 ans. Son objectif est d'accélérer la reprise du secteur touristique après la crise de la Covid-19 qui a entraîné la suspension des activités dans le secteur. Ce nouveau plan intervient également dans un contexte difficile pour le tourisme kényan qui sort à peine des attaques terroristes contre des centres hôteliers très fréquentés du pays en 2019 où le nombre de touristes visitant le pays n'avait cru que de 1% contre 37% l'année précédente, soit en 2018. Au Sénégal, à présent, 14 points de regroupement normalisés sont installés dans la ville de Dakar sur un total de 50. L'objectif du gouvernement sénégalais est de mailler tout le territoire national. Constat à Face de l'Homme, un quartier de Dakar, pour voir comment s'organise la précollecte et la collecte des déchets. C'est un document signé Thioro Gueye. Il est un militant affiché de la salubrité. Il est aussi un surveillant de dépôt. Son objet de travail est ce point de regroupement normalisé, installé à Face de l'Orme, est destiné à lutter contre les dépôts sauvages. Pour Cher, l'installation de ce point de regroupement normalisé vient à point nommé. Les ordures doivent être mis dans des sachets et doivent être jetés dans des poubelles. Nous sommes dans un monde qui bouge et ce qui se passe partout dans le monde n'épargne personne. Le Covid-19 là, si nous voulons le combattre, il faut qu'on commence par nous-mêmes. À Face de l'Orme, le point de regroupement normalisé intéresse tout le monde, car avant son installation, la précollecte et la collecte des ordures étaient mal organisées. N'importe comment étaient déposées les ordures, de même que les carcasses de moutons. C'était terrible. Aujourd'hui, estime Kiné Yatara, tout a changé. Tout est bien organisé ici. Il y a de l'hygiène et de la sécurité. Pour le ministère de l'Hygiène publique, il s'agit d'en installer une 50aine dans Dakar. L'objectif est de mailler, certes, tout le territoire national, mais l'objectif est aussi de supprimer tous les dépôts sauvages des collectivités territoriales. Pour le moment, nous en avons 14 qui ont été lancés cette semaine et nous avons un deuxième plan qui vise à en implanter une 50aine sur Dakar et ensuite nous allons commencer à les déployer dans les régions aussi. Installer des points de regroupement normalisés partout au Sénégal, la logique du zéro déchet reste la transformation qualitative du Sénégal, expliquent les autorités du ministère de l'Hygiène publique. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.